Sam, c'est un plaisir de vous voir ici aujourd'hui. D'accord, tous les opérateurs sur le compte à rebours. Les directeurs de vol sont prêts. Séparation des étages. Allumage de l'atterrissage du booster. Est en cours. Le booster a atterri. Ouais, voilà, c'est tout. D'accord, la porte vers Mars. Alors nous y voilà. Nous voici à la nouvelle Starbase Texas incorporée. C'est la première nouvelle ville créée en Amérique depuis, je pense, plusieurs décennies. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Eh ben, très cool comme nom. Et elle s'appelle ainsi parce que c'est là que nous allons développer la technologie nécessaire pour emmener l'humanité, la civilisation et la vie telle que nous la connaissons sur une autre planète pour la première fois dans l'histoire de 4,5 milliards d'années de la Terre. Alors allons-y avec cette vidéo. C'est comme ça que ça a commencé, avec pratiquement rien. Donc Starbase a commencé comme essentiellement un banc de sable, avec rien. Même ces petites choses que nous avons construites. C'est la fusée originale façon Mad Max. C'est là que vous découvrez que l'éclairage est très important pour cette fusée Mad Max. Donc, ouais, il n'y a pas si longtemps, il n'y avait pratiquement rien ici. Et en l'espace d'environ 5 ou 6 ans, grâce au travail incroyable de l'équipe SpaceX, nous avons construit une petite ville et nous avons construit 2 gigantesques rampes de lancement et une gigantesque usine de fusées pour une fusée gigantesque. Le truc cool, c'est que pour tous ceux qui regardent ça, vous pouvez en fait venir visiter parce que notre installation de production entière et notre site de lancement sont sur une route publique. Donc, quiconque vient visiter le sud du Texas peut vraiment venir voir la fusée de très près et observer l'usine. Et donc, quiconque est intéressé à voir le plus grand objet volant sur Terre peut venir ici quand il le souhaite et simplement descendre la route publique et le voir, ce qui est plutôt cool. Alors, puis nous avançons. Vers où nous en sommes maintenant? Starbase 2025. Donc nous en sommes maintenant au point où nous pouvons produire un vaisseau environ toutes les 2 ou 3 semaines.
Nous ne produisons pas toujours le vaisseau toutes les 2 ou 3 semaines car nous faisons des améliorations. Mais en fin de compte, nous visons la capacité de produire 1000 vaisseaux par an, soit 3 vaisseaux par jour. Voilà où en sont les choses maintenant. Je me tiens dans ce bâtiment. C'est notre aéroglisseur. Nous conduisons un booster sur la route vers le site de lancement. Vous pouvez voir les mégabases. Et comme je l'ai dit, ce qui est cool pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est que vous pouvez littéralement venir ici, descendre la route et le voir, ce qui est la première fois dans l'histoire que c'est possible. Alors, tout ce truc cool, cette route à gauche là, cette autoroute est publique et vous pouvez simplement venir ici et le voir, ce que je recommande de faire. C'est très inspirant à voir. Alors, c'est notre Gigabay. Nous étendons l'intégration pour produire 1000 Starships par an. Oui, cela n'a pas encore été construit, mais nous le faisons. C'est une structure vraiment énorme. Ce sera l'une des plus grandes structures, je pense que par certaines mesures, la plus grande structure du monde. Et elle est conçue pour 1000 Starships par an. Nous construisons également une Gigabay en Floride. Donc nous aurons 2 installations, une au Texas et une en Floride. Il est en fait difficile d'évaluer la taille de ces bâtiments parce que vous avez besoin d'un humain pour l'échelle. Quand vous voyez à quel point un humain est minuscule à côté de ce bâtiment, vous réalisez à quel point il est énorme. Quand nous regardons notre comparaison de construction annuelle, et donc vous regardez Boeing et Airbus fabriquant des avions, Starship fabriquera à un moment donné probablement autant de Starships pour Mars que Boeing et Airbus fabriquent d'avions commerciaux. Donc c'est vraiment à une échelle énorme. Et chaque Starship aura une capacité. Chaque Starship est plus grand qu'un 747 ou un A380. C'est vraiment énorme. Et puis en termes de satellites Starship Starlink, les satellites version 3, fabriquant de l'ordre de 5000 par an, peut-être à un moment donné plus proche de 10 000 par an. Et ces satellites V3 soniques, chacun est de la taille d'un Boeing 737. Ils sont grands. Cela se compare aux bombardiers B-24 de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, c'est encore petit par rapport à Tesla. Donc, et Tesla fera probablement, vous savez, le double ou le triple de ce volume. Donc, cela met juste les choses en perspective, qu'il est en fait possible de construire un grand nombre de Starships interplanétaires. Et même lorsque vous pouvez comparer les choses du point de vue du tonnage, Tesla est toujours, et d'autres entreprises automobiles construisent toujours un tonnage manufacturé beaucoup plus complexe que SpaceX. Ce qui est vraiment une façon de dire que c'est très réalisable. Comme ces chiffres, bien qu'ils soient incroyablement élevés selon les normes spatiales traditionnelles, sont réalisables par les humains parce qu'ils ont été atteints dans d'autres industries, le progrès est mesuré par le calendrier pour établir une civilisation autosuffisante sur Mars. C'est ainsi que nous mesurons notre progrès ici à Starbase. Donc avec chaque lancement, surtout dans les premiers jours de Starship, chaque lancement consiste à en apprendre de plus en plus sur ce qui est nécessaire pour rendre la vie multiplanétaire et à améliorer Starship au point où il peut emmener finalement des centaines de milliers, sinon des millions de personnes sur Mars. Idéalement, nous pouvons emmener quiconque veut aller sur Mars, nous pouvons l'emmener sur Mars et apporter tout l'équipement nécessaire pour
rendre Mars autosuffisant afin que Mars puisse croître par elle-même dans un scénario du pire cas. Atteindre le point où la bifurcation fondamentale dans la destinée humaine est là où Mars peut continuer à croître, même si les vaisseaux de ravitaillement de la Terre cessent de venir pour une raison quelconque. À ce moment-là, nous aurons atteint la résilience civilisationnelle où Mars peut potentiellement venir au secours de la Terre si quelque chose tourne mal. Ou peut-être que la Terre pourrait venir au secours de Mars, mais avoir deux planètes qui sont toutes deux autosuffisantes et fortes, je pense que cela va être incroyablement important pour la survie à long terme de la civilisation. Alors, je pense que toute civilisation donnée est susceptible de durer peut-être, je ne sais pas, 10 fois plus longtemps, peut-être beaucoup plus longtemps si elle est une civilisation multiplanétaire que si elle est une civilisation à une seule planète. Parce qu'il y a toujours une chance que, vous savez, nous les humains puissions faire quelque chose de fou comme la Troisième Guerre mondiale. Espérons que non, mais c'est possible. Ou qu'il pourrait y avoir un événement naturel comme des météores ou des supervolcans ou quelque chose que nous n'attendons pas. Et puis, si nous n'avons qu'une seule planète, alors cela pourrait être la fin. Mais si nous avons deux planètes, nous continuons. Et puis, nous allons au-delà de Mars, finalement, vers peut-être la ceinture d'astéroïdes, les lunes de Jupiter et au-delà, et finalement vers d'autres systèmes stellaires. Et nous pouvons être là-bas parmi les étoiles, rendant la science-fiction plus fiction. Donc, pour atteindre cet objectif, nous devons fabriquer des fusées rapidement réutilisables afin que le coût par vol, le coût par tonne vers Mars soit aussi bas que possible. C'est essentiel. Donc pour cela, des fusées rapidement réutilisables, j'ai dit, c'est en fait 4 heures. C'est comme un pirate. C'est comme des fusées rapidement réutilisables, fiables est la clé. Nous avons maintenant... Félicitations à l'équipe SpaceX pour avoir fait des progrès incroyables pour attraper une fusée géante. Donc, c'est vraiment époustouflant que l'équipe SpaceX ait pu attraper le plus grand objet volant jamais fabriqué plusieurs fois en utilisant une méthode très novatrice pour l'attraper en l'air avec des baguettes géantes. Avez-vous déjà vu ça? Félicitations encore, c'était incroyable. Donc la raison pour laquelle nous l'attrapons de cette manière, ce qui n'a jamais été fait auparavant, est afin de réaliser la partie rapidement réutilisable du, afin de rendre la fusée rapidement réutilisable. Donc si le booster super lourd, qui est gigantesque, fait environ 30 pieds de diamètre, s'il devait atterrir avec des jambes sur une rampe, nous devrions le soulever, ranger les jambes et le remettre sur la rampe de lancement. Et c'est assez difficile de transporter une chose aussi grande. Mais si nous l'attrapons avec la même tour qui est utilisée pour le mettre sur le support de lancement au départ, c'est le meilleur résultat possible pour une réutilisation rapide.
Donc, il est littéralement attrapé par les mêmes bras qui l'ont placé dans l'anneau de lancement et ensuite, il est replacé dans l'anneau de lancement immédiatement. Donc, en principe, le booster super lourd peut être relancé dans l'heure qui suit l'atterrissage. Donc, il revient en environ 5 ou 6 minutes d'une manière ou d'une autre. Et puis, il est attrapé par les bras de la tour et replacé sur le support de lancement. Et puis, vous pouvez remplir le propulseur en environ 30 à 40 minutes et placer un vaisseau dessus. Et en principe, relancer tout le booster chaque heure, peut-être toutes les 2 heures, pour donner un peu de temps supplémentaire. Mais disons que c'est à la limite de la réutilisation rapide. La prochaine chose est d'attraper le vaisseau aussi. Nous ne l'avons pas encore fait, mais nous le ferons. C'est ce que nous espérons démontrer plus tard cette année, peut-être dès 2 ou 3 mois à partir de maintenant. Et puis le vaisseau serait placé sur le booster et ensuite à nouveau rempli de propulseurs et relancé avec le vaisseau. Cela prend plus de temps car il doit orbiter plusieurs fois jusqu'à ce que la trajectoire revienne au-dessus de la rampe. Mais le vaisseau est également destiné à être relancé plusieurs fois par jour. C'est le nouveau Raptor 3 qui est un moteur génial. Un grand bravo à l'équipe Raptor pour cela. C'est très excitant. Donc le Raptor 3 est conçu pour ne nécessiter aucun bouclier thermique de base, économisant beaucoup de masse en bas et améliorant en fait la fiabilité. Donc si par exemple il y a une petite fuite de carburant du moteur Raptor, elle fuira simplement dans le plasma enflammé existant et ne comptera pas vraiment. Alors qu'une fuite de carburant, lorsque les moteurs sont contenus dans une boîte, est une chose très effrayante, en effet. Donc, c'est bien le Raptor 3. Il faudra probablement quelques essais, mais ce sera une augmentation massive de la capacité de charge utile, de l'efficacité du moteur et de la fiabilité. Donc, c'est vraiment un moteur révolutionnaire. Le Raptor 3 est vraiment, je dirais, une sorte de moteur de fusée à technologie extraterrestre. Je veux dire, même les experts de l'industrie, quand nous avons montré une photo du Raptor 3, ont dit ce moteur n'est pas complet. Alors nous avons dit, eh bien, voici le moteur non complet en train de tirer à un niveau d'efficacité qui n'a jamais été atteint auparavant. Donc, c'est un moteur vraiment propre. Donc, pour faire un moteur comme ça, nous avons dû simplifier tellement de parties du design, incorporer des circuits de fluides secondaires et des électroniques dans la structure même du moteur pour que tout soit contenu et protégé. C'est un véritable exploit d'ingénierie, franchement. Ensuite, l'une des autres technologies clés pour Mars est le transfert de propulseur orbital. Vous pouvez penser à cela comme similaire au ravitaillement aérien pour les avions, mais dans ce cas, c'est le ravitaillement orbital des fusées, ce qui n'a jamais été fait auparavant. Mais c'est, vous savez, techniquement faisable. J'ai toujours l'impression que ces choses elles sont un peu NSF de woke. En quelque sorte. Écoutez, vous devez transférer du fluide d'une manière ou d'une autre. Cela doit être fait. Alors, les amis, 2 Starships se rejoindraient et un Starship transférerait du carburant et de l'oxygène.
et en fait la plupart de la masse est de l'oxygène. C'est presque 80% d'oxygène qui est transféré un peu plus de 20% de carburant. Et donc une fois que vous envoyez un Starship en orbite avec qui est plein de charges utiles, et puis vous envoyez un tas d'autres Starships et vous rempliriez le propulseur sur ce Starship. Et une fois que les réservoirs de propulseurs sont presque pleins, alors vous pouvez partir pour Mars. Pour Mars ou la Lune ou... Ouais, c'est ça. Donc c'est une technologie importante que nous devrions espérer démontrer l'année prochaine. Alors ensuite, avec l'un des problèmes les plus difficiles à résoudre est le bouclier thermique réutilisable. Donc personne n'a jamais développé un véritable bouclier thermique orbital réutilisable. Donc c'est extrêmement difficile à faire. Donc même le bouclier thermique de la navette nécessitait plusieurs mois de remise en état, en gros réparer les tuiles cassées, tester chaque tuile. Et parce que c'est un problème extrêmement difficile de pouvoir résister à la chaleur et à la pression extrême de la rentrée. Eh bien, les seules choses qui peuvent vraiment résister à ce niveau de chaleur sont des céramiques avancées, en quelque sorte. Vous savez, essentiellement de l'alumine vitreuse, parfois du temps carbone. Mais très peu peuvent en fait survivre. Avec réutilisabilité, sans s'éroder ou tomber ou se fissurer, peuvent survivre aux contraintes de la rentrée. Donc ce sera la première fois que cela sera fait, qu'un bouclier thermique orbital réutilisable est développé. Et il doit être évidemment extrêmement fiable. Alors, ce sera quelque chose sur lequel nous travaillerons pendant quelques années pour perfectionner le bouclier thermique. C'est faisable. Nous n'essayons pas de faire l'impossible. C'est dans le domaine de la physique. Une chose extraordinairement difficile à réaliser. Et Mars, bien sûr, l'atmosphère de Mars est du dioxyde de carbone, ce qui, au début, peut sembler mieux, mais en fait, cela finit par être pire. Parce que lorsque le CO2 se transforme en plasma et que vous vous retrouvez en fait avec plus d'oxygène libre entrant dans une atmosphère martienne que dans une atmosphère terrestre. L'atmosphère terrestre est d'environ 20% d'oxygène. Et Mars finit par être essentiellement plus du double, peut-être le triple de cela lorsque vous considérez que le CO2 devient un plasma et que vous obtenez du carbone et de l'O2. Donc, cela veut oxyder le bouclier thermique, en gros brûler le bouclier thermique. C'est pourquoi nous le testons très rigoureusement dans une atmosphère de CO2, car il doit fonctionner non seulement pour la Terre, mais aussi pour Mars. Eh bien, nous voulons utiliser le même bouclier thermique pour la Terre et Mars. Il y a beaucoup d'autres facteurs avec le bouclier thermique, comme s'assurer que les tuiles ne se fissurent pas ou ne tombent pas. Donc nous voulons avoir la même structure de bouclier thermique, le même matériau sur Terre que sur Mars, afin que nous puissions le tester des centaines de fois sur Terre avant d'aller sur Mars et être confiant que lorsqu'il ira sur Mars, il fonctionnera. Donc nous développons des Starships de nouvelle génération qui ont plusieurs améliorations par rapport à notre génération actuelle. Donc c'est plus grand par exemple et a un bien meilleur genre de l'interétage entre le vaisseau et le booster. Vous pouvez voir ce genre de sortes de structures là qui facilitent la flamme. Comme ça juste là. Lors de la mise à feu à chaud, qui est lorsque nous allumons les moteurs du vaisseau pendant que les moteurs du booster sont encore en train de tirer, la flamme des moteurs du vaisseau peut plus facilement sortir à travers les structures ouvertes du nouvel interétage. Et dans ce cas, nous ramènerons les structures de l'interétage avec nous, au lieu de les jeter.
Alors, un peu plus de hauteur ici. 72 mètres contre environ 69 capacité de propulseur. Nous allons probablement pousser cela à 3700 tonnes. À long terme, je suppose que nous sommes seuls de peut-être autour de 4000 tonnes, mais juste un peu plus de 8, vous savez, genre 8000, probablement comme 8300. Cela continuera d'augmenter. Mon hypothèse est qu'en fin de compte, nous sommes à 4000 tonnes ici, près de 10 000 tonnes de poussée. Mais c'est un peu le prochain niveau ou la prochaine version du super lourd. Donc le booster aura l'air un peu nu en bas parce que les moteurs Raptor 3 ne nécessitent pas de bouclier thermique. Donc on dirait qu'il manque des pièces, mais c'est juste parce que le bouclier thermique Raptor n'est pas... Le Raptor 3 n'a pas besoin de bouclier thermique. Et c'est juste debout là dans un endroit baigné dans un plasma enflammé. Mais c'est plus léger. Ouais, c'est vrai. Mise à feu à chaud qui est intégrée. Ça a l'air incroyable. Et le vaisseau est un peu plus long, un peu plus capable, passant à 1550 tonnes de capacité de propulseur. Cela finit probablement par être 20% de plus à long terme. Eh bien, ouais, vous pouvez voir que le bouclier thermique est plus élégant. Des limites beaucoup plus lisses. Car la limite du bouclier thermique allant vers le côté sous le vent est vraiment très lisse. Plus de tuiles dentelées. Ça a l'air très élégant. Donc dans cette version, nous avons encore 6 moteurs, mais une version future en aura 9. Mais avec le Raptor 3, encore une fois, nous avons amélioré, réduit la masse, augmenté l'impulsion spécifique. C'est la version 3 de Starship et c'est vraiment la version qui atteint tous les éléments clés. Avec toute nouvelle technologie, il faut 3 itérations majeures pour qu'elle fonctionne vraiment bien. Avec le Raptor 3, Starship et Booster version 3, il devrait réaliser toutes les choses mentionnées, une fusée réutilisable fiable avec ravitaillement orbital. Fondamentalement, tous les ingrédients nécessaires pour rendre la vie multiplanétaire seront réalisés avec la version 3 de Starship, que nous visons à lancer pour la première fois à la fin de cette année. Ouais, donc vous pouvez voir que c'est un peu où en sont les choses, où elles seront à la fin de l'année. Et comme je le disais, où les choses seront probablement à long terme. Ouais, 142 mètres, c'est ça. Celui du milieu sera capable de faire Mars. Et par la suite, il y aura de nombreuses améliorations de performance. Comme avec le Falcon 9, nous finissons par rendre la fusée plus longue et augmenter la charge utile. Alors, pour résumer, c'est le plan de jeu simple. Même avec la fusée lancée à la fin de l'année, elle rendra la vie multiplanétaire. Ensuite, il s'agit de continuer à affiner l'efficacité et la capacité de la fusée et de réduire le coût par tonne et par personne. Faire en sorte que quiconque veut déménager sur Mars et aider à construire une nouvelle civilisation puisse le faire. Ce serait cool. Et même si vous ne voulez pas le faire, peut-être que vous avez un fils ou une fille qui veut le faire, ou bien un ami qui veut le faire. Ce serait l'aventure ultime d'aller aider à construire une nouvelle civilisation sur une nouvelle planète. Alors ouais, en fin de compte, nous aurons 42 moteurs, ce qui est incroyable.
C'était tout à fait inévitable. Comme la prophétie l'avait prédit par le grand prophète Douglas Adams dans son, vous savez, livre du guide du voyageur galactique, la réponse au sens de la vie, c'est 42. Inévitablement, la pile Starship aura 42 moteurs. En termes de charge utile en orbite, c'est remarquable, 200 tonnes de charge utile avec réutilisabilité complète. Donc c'est 2 fois la capacité de la fusée lunaire Saturn V. La fusée lunaire Saturn V était entièrement jetable. Starship est réutilisable, mais aura 2 fois la charge utile en orbite de la Saturn V. En fait, sans réutilisabilité, le Starship aurait environ 400 tonnes de charge utile en orbite. Donc c'est une très grande fusée, c'est ce que je veux dire. Alors, mais vous avez besoin d'une grande fusée, vous savez, pour, rendre la vie multiplanétaire. En cours de route, nous pourrions faire des choses cool, comme une base lunaire Moonbase Alpha. Et il y a longtemps, il y avait une émission de télévision sur Moonbase Alpha. Vous ne pouviez pas trop réfléchir à la physique, car la base lunaire dérivait de la Terre. C'est fascinant, vraiment. Mais de toute façon, nous devrions avoir une base lunaire Alpha, qui est l'étape suivante après le programme Apollo, ce serait d'avoir une base sur la Lune. Donc, vous pourriez avoir, vous savez, une gigantesque station scientifique faisant des recherches sur la nature de l'univers sur la Lune. Ce serait très cool. Alors, en termes de quand pouvez-vous aller sur Mars? Vous pouvez aller sur Mars tous les 2 ans ou tous les 26 mois. La prochaine opportunité pour Mars est à la fin de l'année prochaine, dans 18 mois, novembre, décembre est la prochaine opportunité. Nous allons essayer de saisir cette opportunité. Si nous avons de la chance, je pense que nous avons probablement une chance sur 2 en ce moment, parce que nous devons comprendre le ravitaillement orbital pour avoir suffisamment de capacité pour aller sur Mars. Mais si nous réussissons le ravitaillement orbital à temps, alors nous lancerons le premier vaisseau spatial non habité vers Mars à la fin de l'année prochaine. Donc, cela vous donne une illustration de comment un vaisseau spatial va de la Terre à Mars. Vous avez la Terre en bleu là-bas et Mars en rouge. Et je veux dire, la distance réelle parcourue sur l'arc est proche de 1000 fois plus loin que la Lune. Donc, vous ne pouvez pas simplement aller directement sur Mars. Vous devez créer cette orbite elliptique avec la Terre à un point et Mars de l'autre côté, à l'extrémité de l'ellipse. Et puis, il faut chronométrer où vous êtes dans cette ellipse pour intercepter Mars. Et cela, c'est tout. Donc, c'est le transfert orbital, comment vous faites le transfert orbital de la Terre à Mars. Et si vous regardez sur votre routeur Wi-Fi Starlink, vous verrez cette image parce que le Wi-Fi Starlink est ce qui est utilisé pour financer l'humanité pour aller sur Mars. Donc, je voudrais juste remercier tout le monde qui soutient Starlink parce que vous aidez à sécuriser l'avenir de la civilisation et à rendre la vie multiplanétaire et à faire de l'humanité une civilisation spatiale. Merci beaucoup. Donc, c'est un plan de jeu provisoire ici où nous espérons réaliser, où nous augmentons considérablement la cadence des vols vers Mars à chaque fenêtre de lancement. Donc, tous les 2 ans environ, nous augmentons considérablement le nombre de vaisseaux qui vont sur Mars et finalement essayer d'atteindre 1000 ou 2000 vaisseaux. Vous savez, par rendez-vous martien, bien sûr. À titre d'ordre de grandeur approximatif, ce sont des suppositions, mais nous devons amener environ 1 million de tonnes, c'est mon estimation,
à la surface de Mars pour rendre une civilisation sur Mars autosuffisante, encore une fois à ce point critique où, si les réapprovisionnements de la Terre cessent pour une raison quelconque, Mars réussit toujours. Mars peut encore croître. Vous ne pouvez rien manquer, même pas la vitamine C. Vous devez avoir tout pour que Mars se développe. C'est essentiel. Mon estimation est d'environ 1 million de tonnes, mais cela pourrait être 10 millions. J'espère que ce n'est pas 100 millions de tonnes, ce serait beaucoup. Mais nous voulons essayer d'atteindre ce point et sécuriser l'avenir de la civilisation aussi rapidement que possible. Nous examinons différents emplacements. Le principal candidat en ce moment est la région d'Arcadia. Donc, Mars a beaucoup de biens immobiliers, mais quand vous combinez tous les facteurs et dites, d'accord, nous ne pouvons pas être trop près des pôles, nous devons être près de la glace pour obtenir de l'eau et ne pas être trop montagneux pour les fusées. Ensuite, cela se réduit à une région plus petite. Donc, Arcadia est l'un des noms de ma fille Arcadia, en fait. Et l'une des options. Donc, nous avons les premiers vaisseaux sur Mars, recueillons des données critiques. Donc, les premiers vols là-bas, nous enverrons avec le robot Optimus pour que nous puissions explorer et préparer le terrain pour les humains. Et ce sera une image très cool si nous parvenons à le réaliser. En lançant à la fin de l'année prochaine, il arriverait en 2027. Mais ce serait vraiment une image épique de voir Optimus se promener sur la surface de Mars. Et puis avec le lancement 2 ans plus tard, nous enverrions des humains. En supposant que les premières missions soient réussies et qu'elles atterrissent avec succès, nous enverrions des humains lors de la prochaine mission et nous commencerions vraiment à construire l'infrastructure pour Mars. Donc, de toute façon, peut-être juste pour être sûr, nous pourrions faire deux épisodes d'atterrissage avec Optimus et faire le 3e avec des humains. Nous verrons. Donc, cette image classique des ouvriers sur l'Empire State. Et puis pour les communications sur Mars, nous utiliserons une version de Starlink pour fournir Internet sur Mars. Oui, donc la vitesse de la lumière, même en se déplaçant à la vitesse de la lumière, votre meilleur scénario est, je pense, d'environ 3 minutes et demie pour Mars. Et puis, le pire des cas est de 22 minutes ou plus parce que Mars est de l'autre côté du Soleil par rapport à la Terre. Donc, de toute façon, c'est assez difficile de faire des communications à haut débit avec Mars, mais Starlink y parviendra. Oui, et puis nous aurons les premiers humains qui poseront les bases d'une présence permanente à la surface. Et oui, l'objectif, comme vous l'avez dit, sera de rendre Mars autosuffisant aussi rapidement que possible. Une idée approximative de ce à quoi ressemblera la première ville sur Mars. Nous mettrons probablement les plateformes de lancement plus loin ou les plateformes d'atterrissage juste au cas où. Mais pour Mars, nous allons avoir besoin de beaucoup d'énergie solaire. Nous serons, puisque vous ne pouvez pas vous promener à la surface de Mars, du moins pour l'instant, jusqu'à ce qu'elle soit terraformée comme la Terre. Vous devez vous promener avec une combinaison martienne et être initialement dans des sortes de dômes en verre, mais cela fonctionnerait. Nous pouvons transformer Mars en une planète semblable à la Terre. Nous voulons atteindre le point où nous transférons plus d'1 million de tonnes à chaque fenêtre de transfert vers Mars. Et puis c'est comme une civilisation sérieuse, 1 mégatonne par fenêtre de transfert. Donc, oui, avoir beaucoup de spatioports, je veux dire,
En raison du fait que vous ne pouvez pas y voler en continu et que vous devez transférer dans ces fenêtres, vous auriez un rassemblement de 1000 vaisseaux ou 2000 vaisseaux ou plus que cela. Donc nous avons ce genre de sensation Battlestar Galactica où tous ces vaisseaux sont en orbite en attente de départ. Et puis ils partiraient tous. Ce serait incroyable de voir tous ces vaisseaux partir en même temps. Vous aurez besoin de beaucoup de plateformes de lancement et d'atterrissage sur Mars, où vous devrez déplacer les vaisseaux hors de la plateforme d'atterrissage assez rapidement. Donc, si vous avez, je ne sais pas, quelques milliers de vaisseaux entrants, vous aurez probablement besoin d'au moins quelques centaines de plateformes d'atterrissage. Eh bien, nous résoudrons ce problème plus tard. Donc, oui, de toute façon, c'est comme une chose incroyable d'avoir, comme cette ville incroyable sur Mars, la première ville sur une autre planète. Eh bien, un nouveau monde. Et c'est aussi une opportunité, je pense, pour les Martiens de repenser comment ils veulent que la civilisation soit. Donc, vous pouvez peut-être repenser quel type de gouvernement vous voulez, quelles nouvelles règles voulez-vous. Il y a beaucoup de liberté et d'opportunités sur Mars pour faire une recompilation de la civilisation, ce qui sera aux Martiens de décider. Alors, d'accord, faisons-le maintenant. Merci à tous.